Aujourd'hui, en 2022, je trouve que redonner aux femmes des armes pour dire, pas pour se battre, mais juste des armes. À 59 ans, Sophie Marceau n'a plus besoin de protéger qui que ce soit, ni une image, ni une légende, ni une époque. Depuis la boum, son visage incarne une certaine idée de la jeunesse française, fragile et lumineuse à la fois. Nous l'avons vue grandir, aimer, douter, triompher. Mais derrière cette icône nationale, il y a une femme qui a appris très tôt que le cinéma pouvait être un champ de bataille, un monde où le talent ne suffit pas toujours, où le silence protège les puissants, où une adolescente peut se retrouver seule face à des hommes dont le nom suffit à faire taire tout un plateau. Aujourd'hui, elle ne cherche plus à convaincre. Elle constate, elle nomme, elle refuse encore, non pas par rancune, mais parce que certaines blessures ne se referment pas quand elles ont été infligées sous les projecteurs, avec l'approbation tacite d'une industrie entière. Comment la fiancée des Français a-t-elle pu se sentir humiliée au sommet de sa gloire? Pourquoi certaines scènes tournées en 1985 continuent-elles de hanter sa mémoire? Et surtout, que se passe-t-il quand une actrice adorée décide enfin de dire qu'elle n'a jamais pardonné? Car sur le tournage de Police, deux figures dominantes du cinéma français ont croisé sa route. Deux hommes respectés, redoutés, intouchables à l'époque. Ce qui s'est joué là ne relevait pas seulement du jeu d'acteur. C'était une épreuve, une ligne rouge franchie. Et à 59 ans, Sophie Marceau ne détourne plus le regard. Sophie Marceau naît en 1966 à Paris, dans une famille modeste, loin des cercles intellectuels et des salons du cinéma. Son père est chauffeur routier, sa mère travaille dans un magasin. Rien ne la prédestine à devenir l'un des visages les plus célèbres de France. À 14 ans, presque par hasard, elle passe un casting pour un film d'adolescent. Quelques mois plus tard, la boum devient un phénomène national. Elle n'est plus une collégienne anonyme. Elle est Vic, l'amoureuse fragile qui fait battre le cœur d'un pays entier. Le succès est immédiat, massif, presque violent. À 15 ans, elle devient un symbole. À 16 ans, elle comprend déjà que la célébrité n'est pas un conte de fées. Les contrats, les obligations, les décisions prises à sa place s'enchaînent. On l'adore, mais on la dirige. On l'applaudit, mais on décide pour elle. Très tôt, Sophie développe un réflexe de survie. Elle observe, elle encaisse, mais elle ne cède pas intérieurement. Ce qui la distingue, ce n'est pas seulement son talent, c'est son instinct de liberté. Elle refuse d'être une image figée. Elle veut choisir ses rôles, comprendre les textes, décider de son parcours. Cette volonté d'indépendance, née dans l'adolescence, devient le fil rouge de toute sa carrière. Mais dans un milieu où les hiérarchies sont fortes et les égos immenses, revendiquer sa liberté peut coûter cher. Lorsque vient le tournage de Police en 1985, elle n'a que 10 à 9 ans. Elle a déjà connu la gloire, mais elle n'a pas encore la puissance pour se protéger face à des figures dominantes. Ce qui va se passer sur ce plateau ne sera pas seulement une expérience professionnelle difficile, ce sera une fracture, une épreuve qui marquera sa perception du pouvoir, du respect et des limites à ne jamais franchir. Et c'est là que deux noms s'imposent. Numéro 5. Daniel Toscan du Plantier. Au début des années 80, Daniel Toscan du Plantier est l'un des hommes les plus influents du cinéma français. Producteur raffiné, stratège redoutable, incarnation d'un système qui s'est transformé un succès populaire en machine industrielle. Lorsque la boom explose au box-office, Sophie Marceau devient bien plus qu'une jeune actrice prometteuse. Elle devient un investissement. À 16 ans, elle ne maîtrise ni les rouages juridiques, ni les équilibres de pouvoir. Elle signe des contrats d'exclusivité lourds, contraignants, conçus pour verrouiller son image et ses choix. Pour les studios, c'est une protection économique. Pour elle, c'est une cage dorée. Les films s'enchaînent, les obligations aussi.
Chaque apparition, chaque décision passe par des accords qu'elle n'a pas réellement négociés. Puis vient le moment de rupture. Sophie veut travailler avec Andrzej Żuławski. Un cinéma plus exigeant, plus radical. Un choix artistique qui ne correspond pas aux plans établis. La réaction est immédiate. Procédure judiciaire, pression contractuelle, menaces financières. On lui rappelle que la liberté a un prix. Ce prix, elle le paie. 1 million de francs pour briser son contrat. Une somme colossale pour une adolescente qui n'est même pas majeure. Elle accepte la dette, elle accepte les années de travail intensif pour rembourser. Mais elle n'accepte pas le principe, celui d'avoir été considérée comme un actif à rentabiliser plutôt qu'une personne en devenir. Daniel Toscane du Plantier n'est pas décrit comme un homme brutal. Il représente autre chose. Il représente la logique froide du système. Celle qui transforme un visage en marque, celle qui décide qu'un succès appartient d'abord à ceux qui l'exploitent. Sophie Marceau ne nie pas que cette période a structuré sa carrière. Mais elle n'a jamais pardonné cette sensation d'avoir dû racheter sa propre liberté. À ses yeux, l'art ne devrait jamais être conditionné par un verrou juridique imposé à une mineure. Ce premier nom n'est pas associé à un scandale éclatant. Il est associé à une prise de conscience. Très tôt, elle comprend qu'elle devra se battre pour chaque décision, et que dans ce milieu, la liberté ne s'offre pas. Elle s'arrache. Numéro 4. Andrzej Żuławski. Lorsqu'elle rencontre Andrzej Żuławski au début des années 80, Sophie Marceau n'a pas encore 20 ans. Lui en a 46. Réalisateur polonais au tempérament fiévreux, intellectuel exigeant, artiste habité par une vision presque mystique du cinéma. Il évolue dans une sphère plus sombre, plus radicale, plus tourmentée. Pour Sophie, cette rencontre est d'abord une échappatoire. Après les contraintes contractuelles et la pression commerciale, Żuławski représente l'intensité artistique. Il lui ouvre d'autres horizons. Il lui fait lire, réfléchir, explorer des rôles viscéraux. Avec lui, elle n'est plus seulement une star adolescente, elle devient une actrice dramatique. Mais très vite, l'équilibre se complexifie. La différence d'âge est immense, l'influence aussi. Żuławski n'est pas seulement son compagnon, il est son mentor, son guide, parfois son juge. Il a une vision claire de ce que doit être l'art. Il méprise le cinéma qu'il juge superficiel. Il valorise la souffrance, la profondeur, la vérité arrachée. Durant 10 à 7 ans, leur relation façonne la trajectoire de Sophie Marceau. Elle choisit des projets exigeants, parfois éloignés du grand public. Elle s'éloigne de l'image légère qui l'a rendue célèbre. Elle gagne en respect critique, mais elle vit aussi dans une tension permanente. Car aimer un génie tourmenté signifie souvent évoluer dans son ombre. Sophie n'a jamais décrit Andrzej Żuławski comme un bourreau. Elle a reconnu ce qu'elle lui devait artistiquement, mais avec le recul, elle a aussi admis que cette relation avait étouffé une partie d'elle-même. Dans un couple où l'un est déjà une figure intellectuelle établie et l'autre une jeune femme en construction, la frontière entre guidance et contrôle devient fragile. Ce qu'elle n'a pas pardonné, ce n'est pas l'amour. C'est la perte d'équilibre. La sensation d'avoir grandi trop vite, d'avoir sacrifié une part de légèreté pour correspondre à une vision artistique imposante. Pendant des années, elle s'est battue pour exister à côté de lui, pas seulement à travers lui. Leur séparation marque une rupture décisive. Sophie reprend pleinement son autonomie. Elle diversifie ses choix, elle assume ses contradictions. Elle comprend qu'un mentor peut enrichir, mais qu'il peut aussi absorber. Andrzej Żuławski reste une figure complexe de sa vie, ni monstre ni victime, mais une présence qui a laissé une empreinte profonde. Et parfois, même les relations les plus formatrices laissent des cicatrices invisibles. Numéro 3. Maurice Pialat. En 1985, Maurice Pialat n'est pas un réalisateur comme les autres. Il est déjà une institution. Un homme respecté, craint, admiré pour sa radicalité.
Sur un plateau, il règne sans partage. Son cinéma se veut brut, dépouillé, sans concession. Il recherche l'émotion vraie, quitte à provoquer le chaos pour l'obtenir. Lorsque Sophie Marceau rejoint le tournage de Police, elle a 10 à 9 ans. Elle est célèbre, mais elle reste jeune. Face à elle, un metteur en scène qui ne croit pas au compromis. Très vite, le climat se tend. Piala dirige par la pression. Il élève la voix, il déstabilise, il pousse les acteurs à bout. Pour lui, la fragilité doit être exposée. Sophie se retrouve au cœur de cette méthode. Les scènes sont répétées jusqu'à l'épuisement. Les remarques deviennent personnelles. L'atmosphère est électrique. On lui demande d'être plus intense, plus crue, plus vulnérable. Mais la frontière entre exigence artistique et humiliation commence à s'effacer. Ce qui la marque profondément, ce n'est pas seulement la difficulté du rôle. C'est le sentiment d'être prise pour cible. Dans un environnement dominé par des figures masculines puissantes, contester l'autorité d'un réalisateur comme Piala relève presque de l'impossible. L'équipe observe. Peu interviennent. La hiérarchie protège le génie avant la sensibilité d'une jeune actrice. Sophie Marceau a évoqué plus tard cette période comme une épreuve. Elle n'a jamais nié le talent de Pialat. Elle a reconnu la force du film. Mais elle a aussi rappelé que l'art ne justifie pas tout, qu'un plateau n'est pas un terrain où l'on peut briser quelqu'un pour obtenir une émotion. Ce qu'elle ne pardonne pas, ce n'est pas un désaccord artistique. C'est l'usage du pouvoir. Cette conviction que la souffrance provoquée serait une méthode légitime. À 10 à 9 ans, elle a compris que le respect n'était pas toujours inclus dans le contrat moral du cinéma. Maurice Pialat représente pour elle cette époque où l'on sacralisait le réalisateur au point de tolérer l'inacceptable, où la violence verbale devenait un outil de création. Elle, déjà, refusait cette logique, mais à l'époque, sa parole pesait moins lourd que la réputation d'un maître reconnu. Avec le recul, elle ne cherche pas à réécrire l'histoire. Elle constate simplement qu'elle a traversé ce moment seule, et que cette solitude face à l'autorité reste gravée. Numéro 2. Gérard Depardieu. En 1985, Gérard Depardieu est au sommet. Il n'est pas seulement une star, il est une force de la nature, une présence imposante, charismatique, presque intouchable. Sur le tournage de Police, son aura dépasse celle des autres. On ne lui parle pas comme à un acteur ordinaire. On l'écoute. On le protège, on l'admire. Face à lui, Sophie Marceau n'a que 10 à 9 ans. Elle est célèbre, mais elle n'a pas encore le poids symbolique qu'elle aura plus tard. Très vite, le déséquilibre est évident. Depardieu occupe l'espace. Il improvise, il provoque, il joue avec les limites. Ce qui, pour certains, relève du tempérament d'artiste devient pour elle une source de malaise. Dans certaines scènes, notamment celles d'intimité ou de confrontation physique, la tension dépasse la fiction. Sophie décrira plus tard des attitudes déplacées, des gestes lourds, des provocations destinées à la déstabiliser, des comportements qui, à l'époque, sont minimisés. On parle d'excès, de caractère, de méthode instinctive. On parle rarement de respect. Ce qui la frappe le plus, ce n'est pas seulement l'attitude de son partenaire, c'est la réaction autour d'elle. Les regards détournés, les rires nerveux, l'idée implicite qu'il faut accepter parce que c'est lui. Parce que son génie compense tout. Dans ce climat, contester revient à s'exposer. Et s'exposer, à 10 à 9 ans, face à un monument du cinéma français, est un risque immense. Sophie Marceau a été l'une des premières à employer des mots forts à son sujet. Elle a parlé de comportements qu'elle jugeait inacceptables. À l'époque, sa parole dérange. On l'accuse d'exagérer. On la qualifie de susceptible. La hiérarchie tacite protège la légende. Ce qu'elle ne pardonne pas, ce n'est pas une scène difficile, c'est l'impunité. Cette conviction qu'un acteur adulé peut franchir certaines limites sans conséquence. Elle ne nie pas le talent de Depardieu. Elle conteste le système qui a longtemps fermé les yeux.
Des années plus tard, lorsque le débat public évolue et que d'autres témoignages émergent, sa position apparaît sous un jour différent. Mais en 1985, elle était seule. Seule à dire que quelque chose n'allait pas. Gérard Depardieu représente pour elle le symbole d'une époque où la puissance masculine dominait les plateaux sans réelle remise en question. Elle a survécu à cette période. Elle a poursuivi sa carrière, mais elle n'a jamais effacé cette mémoire. Numéro 1. Claude Berry. Claude Berry n'était pas un homme de cris ni de débordements visibles. Il était autre chose. Une autorité calme, un producteur influent, un réalisateur respecté, un pilier du cinéma français pendant plusieurs décennies. Son pouvoir ne s'exerçait pas dans la violence frontale, mais dans l'équilibre des réseaux, dans les décisions silencieuses, dans ce qui se disait, et surtout dans ce qui ne se disait pas. À l'époque où Sophie Marceau traverse ses conflits les plus marquants, Claude Berry fait partie de cette génération d'hommes qui tiennent les rênes de l'industrie. Il représente une forme d'establishment culturel, celui qui protège les grands noms, celui qui maintient une certaine idée de la hiérarchie artistique, celui qui choisit qui sera soutenu et qui sera isolé. Sophie n'a jamais décrit Claude Berry comme un agresseur. Le conflit est plus subtil. Il tient dans ce que beaucoup ont ressenti dans le cinéma français des années 80 et 90, une solidarité implicite entre les figures dominantes, une tendance à minimiser les tensions lorsqu'elles concernent des artistes puissants. Quand une jeune actrice s'oppose à des monuments comme Maurice Pialat ou Gérard Depardieu, elle ne se confronte pas seulement à deux hommes, elle se confronte à un système d'alliances, à un milieu où la loyauté va souvent vers les anciens, vers les maîtres reconnus, vers ceux qui ont construit l'histoire du cinéma. Claude Berry symbolise pour Sophie cette protection collective, cette absence de remise en question, cette sensation d'être jugée excessive parce qu'elle ose parler. Dans un univers où les carrières dépendent des recommandations, contester l'ordre établi peut fermer des portes. Ce qu'elle ne pardonne pas, ce n'est pas un geste précis. C'est un silence, un manque de soutien, une forme d'aveuglement volontaire face au déséquilibre de pouvoir. À ses yeux, le respect ne devrait jamais dépendre du rang ou du prestige. Avec le recul, Sophie Marceau ne cherche pas à réécrire l'histoire du cinéma français. Elle reconnaît la valeur des œuvres. Mais elle rappelle que le talent n'efface pas la responsabilité morale, et que le silence, parfois, protège davantage les forts que les justes. Claude Berry incarne pour elle ce dernier verrou, celui d'un système qui préférait préserver ses icônes plutôt que d'écouter une jeune femme qui demandait simplement des limites claires. À 59 ans, Sophie Marceau ne parle pas pour provoquer, elle parle pour clarifier. C'est celui d'une femme qui a appris, très tôt, que la liberté ne se donne pas. De Daniel Toscane du Plantier à Claude Berry, en passant par Andrzej Jouawski, Maurice Pialat et Gérard Depardieu, chaque nom correspond à une étape. Une tension, une prise de conscience. Aucun de ces hommes n'a détruit sa carrière, mais chacun a contribué à forger son instinct de résistance. La petite Vic est devenue une femme qui choisit, qui refuse, qui trace sa propre ligne rouge. La gloire, les récompenses, les tapis rouges passent. Ce qui reste, c'est la dignité. Et c'est peut être cela, au fond, que Sophie Marceau n'a jamais cessé de protéger.